Bonjour et bienvenue encore une fois à l'événement Days of Metal. Notre troisième invité, Ollie Maker, le spécialiste de la machine d'injection plastique recyclée, dont il aura la possibilité d'en parler tout de suite. Mais tout d'abord, on va regarder cette vidéo ensemble. Parfait. Merci. Bravo. Avoir recyclé des masques pour faire des visières, ça c'est intelligent. Ah, merci. Donc, bon, de toute façon, on en parlera peut-être un peu Oui, plus tard, mais oui. voilà, c'est un projet Justement, d'un. je vous remercie d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui, Monsieur Stocky, Monsieur Salamon. Merci. Euh, Tout le plaisir est pour nous. On a eu la chance de travailler avec vous sur quelques affaires ensemble. Donc, je connais parfaitement votre invention et j'ai eu la chance d'en parler avec vous assez fréquemment. Maintenant, est-ce que ça serait possible de nous expliquer ou d'expliquer à notre audience un peu plus ce que Holy Maker et ce que la Holy Press? Oui, bon, bonjour, moi je suis bien Salamon, je suis directeur commercial, donc marketing, communication et commercial de l'entreprise, cofondateur de Holymaker. Et Holymaker, c'est quoi? C'est une entreprise qui conçoit et qui fabrique en France des presses à injection plastique manuelle. Donc voilà, les presses qu'on a vues dans la vidéo, ce qui permet de faire du prototypage et de la petite série d'objets en plastique. Voilà, D'accord, d'accord. Et justement, j'ai lu récemment dans un article que vous avez reçu le prix coup de cœur du Challenge Industrie du futur pour cette machine. Donc, en quoi en fait consiste l'innovation sur cette machine et quels sont les challenges auxquels elle répond? Alors, nous, au niveau de la presse, en fait, le domaine de la plasturgie est un domaine très industrialisé où on va utiliser des grosses presses à injection de plusieurs tonnes pour faire de la série. Et nous, le but, c'était de pouvoir simplifier le procédé industriel pour le mettre à portée de tous, avec aussi des budgets qui soient en adéquation avec la recherche de nos clients. Donc de là, en fait, on a miniaturisé une presse qui s'appelle Holypress, sur laquelle on a déposé un brevet. Et donc, la presse a les mêmes fonctions que l'injection traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre la matière dedans, la matière va fondre, et ensuite on va avoir un piston qui va pousser la matière dans un moule, comme l'industrie, mais sauf qu'on va avoir des cadences beaucoup moins élevées et des pièces qui vont être un peu plus petites. Euh, D'accord. donc là, nous, par rapport au challenge Industrie du futur, donc c'était un challenge qui était organisé par Ariane Group, Atos et on avait Technique de l'ingénieur. Donc dans ce challenge-là, l'idée c'était de montrer comment, grâce à une petite machine, on peut
vraiment accélérer les processus de conception d'un objet en plastique, comment on peut tester des nouvelles matières lors du développement d'une matière, tester aussi des matières recyclées par exemple, enfin, vraiment amener vraiment une innovation dans l'industrie actuelle. D'accord. Et quels sont les types d'entreprises ou de clients qui achètent votre presse aujourd'hui? Alors, on a différents types. Alors, à l'époque, quand on essayait d'expliquer le marché, en fait, définir le marché qui s'ouvrait à la presse, on essayait voilà, de mettre des marchés types comme l'éducation, comme les grands groupes, comme enfin, voilà, plusieurs types de marchés. Et en fait, on se rend compte que c'est toute entité qui a besoin de faire du prototypage et de la petite série sur des pièces en plastique, toute entreprise qui a besoin de réinternaliser le processus de prototypage, qui veut être rassuré lorsqu'il va lancer un nouveau projet sur le marché et qu'il a besoin de faire de la petite série, 20, 50, 100, 200 pièces, il a besoin de voilà, tester l'objet sur un marché, bah, au lieu d'aller voir un mouliste ou un injecteur qui va lui demander de faire des quantités faramineuses d'objets et les coûts qui y sont liés, bah là voilà, on réinternalise le process de prototypage ou de production à moindre coût. On n'a pas besoin de formation pour utiliser la presse, hein, c'est un outil qui, voilà, vous l'avez vu dans la vidéo, qui s'utilise à la main, on pousse un piston, ça va dans un moule et puis on a l'objet qui est créé en moins de 5 minutes. Donc voilà, c'est toute entreprise, pour répondre à la question, c'est des grands groupes, donc des Fab Labs, des bureaux d'études dans les grands groupes, des makerspace, des indépendants, des entrepreneurs, des écoles. On a le domaine de l'éducation nationale qui sont utilisateurs de l'Unipresse pour faire de la pédagogie. Voilà. Le champ des possibles est hyper large et le marché est aussi vaste. Hein, voilà. D'accord, d'accord. Et donc, dans le package produit que vous proposez, donc il y a la Holypress, est-ce que vous faites aussi des moules sur mesure pour les clients ou c'est une partie que eux ils prennent en charge? Alors nous, on propose plusieurs choses. Donc soit nous, on peut faire la conception du moule à injection et la fabrication, que ce soit donc en impression 3D, car on utilise beaucoup l'impression 3D par rapport à notre procédé, soit en usinage, où là on a nos partenaires avec qui nous travaillons. Mais on fait aussi, du coup, via nos distributeurs, des formations donc qui vont permettre aux utilisateurs de pouvoir savoir comment concevoir un moule à injection et qu'eux puissent aussi le sous-traiter. Alors nous, ce qu'on propose à nos clients aussi, c'est un service d'impression en J+3 où le client nous envoie son fichier de moule et 3 jours après, il reçoit le moule prêt à être injecté avec sa machine Holypress chez lui. D'accord, d'accord. Et du coup, j'imagine que, enfin, comme vous le revendiquez assez clairement, le principal objectif de votre invention, c'est de recycler du plastique. Donc, c'est bien évidemment, ça se retrouve avec la discussion qu'on a eue précédemment avec Monsieur Bellitti par rapport à à ce défi écologique qui se présente aux entreprises. Donc, et justement, c'est un pas que vous faites envers une économie durable. Comment ralliez-vous les différentes parties à cette cause? Les différents partenaires, vos clients, les entreprises. Oui. Tout à fait. tu peux commencer. Ouais. Donc en fait, nous, déjà par rapport au procédé d'injection plastique, en fait, comme la presse est très simple d'utilisation, on ne va pas avoir de vis sans fin, on ne va pas avoir d'organes compliqués à mettre en œuvre, donc on peut directement mettre la matière broyée dans la presse. En 5 minutes, en moins de 5 minutes, vous pouvez changer de matière, donc tester des autres matières. Imaginons que vous faites le test d'une matière recyclée dont vous ne connaissez pas les propriétés au niveau de la viscosité et autres. Si elle est bouchée, vous dévissez la buse, vous la videz. Enfin, c'est vraiment une machine qui est simple d'utilisation. À côté, nous, ce qu'on a développé et ce qu'on fait aussi produire, donc, ce sont des broyeuses manuelles qui permettent au client d'avoir toute la solution. C'est-à-dire qu'il peut passer vraiment du déchet, donc là, comme on a vu dans la vidéo avec les masques, à l'objet fini. Donc là, on avait donc c'était des supports de visière. Dernièrement, on a aussi développé des moules à injection pour réaliser des règles à partir de masques chirurgicaux. Mais c'est vraiment de pouvoir avoir toute cette suite-là. Aujourd'hui, dans nos clients, on a quand même une bonne partie qui utilise nos presses pour faire de la recherche aussi sur les plastiques recyclés. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit la motivation aussi des grands groupes industriels
de pouvoir être actifs dans ce domaine-là, de pouvoir faire, eux, des prototypages, mais même de la petite série, soit en faisant des développements pour des nouveaux produits, soit en revalorisant en interne des rebuts de production pour refaire des pièces qui vont soit utiliser en interne, soit qui vont pouvoir commercialiser. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, les modes de consommation changent et on le voit bien. Voilà, le consommateur a besoin d'être assuré et de comprendre qu'effectivement tel ou tel produit s'engage sur l'éco-responsabilité, la recherche, le packaging qui n'est plus fait en plastique mais en carton ou en plastique recyclé. Et c'est vrai qu'on a des clients, des grands groupes, soit qui sont dans la cosmétique, dans la bureautique, qui eux aussi veulent prendre le pas du recyclé et qui ont besoin de faire des tests, mais sans aller endommager la chaîne industrialisée qu'ils ont en interne avec ces matériaux recyclés, ces matériaux exotiques. Et du coup, le fait d'internaliser la production, comme je le disais tout à l'heure, avec la Hobbypress, eh ben, c'est un moyen de pouvoir mettre dans la Hobbypress des plastiques recyclés dont on ne connaît pas forcément les caractéristiques techniques, on ne sait pas ce qui va se passer, mais comme c'est un outil simple à nettoyer, enfin, la maintenance est toute bête, et on ne risque pas d'endommager, ben voilà, on préfère, ces entreprises préfèrent tester ces matériaux et faire de la R&D, donc de la recherche-développement et du prototypage grâce à la Hobbypress, pour ensuite valider voilà, la transformation des matériaux et se rediriger vers un moyen de production plus industriel. D'accord, intéressant. Juste pour revenir un petit peu au thème d'aujourd'hui. Donc, le slogan de l'événement est Digital First et bien évidemment avec le progrès technique et les possibilités illimitées aujourd'hui d'améliorer des procédés de fabrication grâce au digital, quelle est plutôt la place du digital dans votre business model? Alors nous, dans le business model, enfin, c'est dans le business model, même dans le fonctionnement de l'entreprise, nous, on fonctionne déjà avec pas mal de logiciels, que ce soit au niveau conception ou au niveau ERP, donc pour gérer les stocks, facturation, devis, etc. Le processus de transformation. Et au niveau vraiment plus de l'utilisation de Hobbypress, donc nous, le côté digital, ça va surtout être sur la conception des moules à injection qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir tester et ensuite imprimer. C'est-à-dire que là où avant, il fallait passer par des moulistes, une personne avait l'idée de réaliser une pièce, devait passer par des moulistes, donc des personnes qui fabriquent le moule, qui vont du coup concevoir sur leur machine d'usinage le moule à injection qui va être ensuite usiné. Bref, des temps qui sont énormes. Et bien là, on peut passer vraiment de l'idée de la personne, la 3D de la personne, à la pièce qui est injectée en vraiment très très peu de phases et une pièce qui est industrielle derrière. Donc c'est comment nous, les outils digitaux, nous permettent d'accélérer au niveau de cette phase de transformation pour le client. Et demain, on espère et on y travaille avec quelques partenaires, mais avoir accès, ou en tout cas donner accès à des logiciels qui permettraient de valider l'injection en amont avant de faire le test avec la Hobbypress, de valider sur ordinateur à travers le logiciel la bonne injection, en tout cas le bon déroulement de l'injection dans le moule grâce à des logiciels et des modules complémentaires au logiciel qui existent déjà. Ça, c'est du travail qui est en train d'être fait. Mais effectivement, enfin, il faut le dire aussi, on est sur un outil manuel. Hobbymaker, c'est aussi maker, c'est se remettre dans le fer. Et on avait aussi envie de proposer un outil avec la Hobbypress qui est manuel et qui n'est pas digital. Donc, on sait que le digital est important et on l'utilise à bon escient. Mais nous, ce qu'on propose sur le marché, c'est aux entités, aux entreprises, à l'éducation sociale, de se remettre dans le je manipule, je fais, je comprends comment que ça marche avec une utilisation manuelle. D'accord, effectivement. Oui. Et du coup, on va aussi utiliser le côté digital dans toute la partie plus conception, prototypage, avec les différents partenaires pour accélérer ce moment de passer à l'action, de transformation de l'idée au concret. Et effectivement, donc j'entends bien que la presse en soi va rester un outil manuel et c'est même le but derrière, je pense, pour pouvoir permettre cette fabrication rapide. L'amélioration comment dire, de la fabrication, en effet, passe par le digital parce que vous passez par une CAO pour faire de l'impression 3D, pour imprimer des moules qui vont servir pour la presse. Ça c'est clair en effet. Alors justement,
pour revenir un peu au sujet d'actualité et au Covid, hein, qui nous a impacté, qui a impacté surtout le milieu industriel en France. Comme vu dans la vidéo de présentation, j'ai vu on a tous vu que vous avez recyclé un masque médical en structure de visière, et je voulais savoir ce que vous aviez fait, est-ce que vous avez opéré d'autres innovations qui ont pu aider, par exemple, des hôpitaux ou même, voilà, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, en fait, le développement, en fait, nous, par exemple, des supports de visière, a été fait du coup durant le premier confinement l'année dernière, où c'était vraiment la crise de comment protéger les personnes, comment se protéger, et où il y avait pas mal d'acteurs qui se mettaient à l'impression 3D, mais où on avait des délais assez longs pour réaliser une visière. Je ne sais plus à combien de temps ils étaient. Mais... Oui, c'était de l'ordre de 45, entre 45 minutes et 1h30 pour imprimer une visière au tout début. Ouais. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce que nous, on peut, grâce à notre outil, permettre de pouvoir améliorer les choses. Et c'est là où on a commencé à concevoir des moules à injection pour faire les fameux serre-têtes de visière. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes, parce qu'on a dû faire la partie prototypage, la partie test d'injection. Donc là, on travaillait avec un usineur, on faisait pas mal d'allers-retours pour pouvoir faire des améliorations et pour pouvoir faire les premières séries. En plus, donc nous, l'entreprise l'année dernière a été placée dans un lieu public. Donc qui dit lieu public, dit fermeture des lieux publics aussi. Donc on avait tout rapatrié dans les maisons. Enfin, c'était la bonne aventure. Ouais, c'était sport. C'était l'injection. On avait notre technicien qui était venu injecter dans le garage parce qu'on n'arrivait pas. Enfin voilà, on était contraint par rapport aux réglementations de ne pas avoir accès à nos locaux habituels. Mais voilà, on a réussi en peu de temps. On a réussi ce défi. Et même maintenant, c'est aller plus loin en recyclant donc les masques chirurgicaux. Donc les masques en fait chirurgicaux, ils sont faits en plastique. On a l'impression que c'est du tissu, mais en fait c'est un plastique, c'est du polypropylène, qui se font très très bien, qui fonctionnent très très bien. Donc nous en fait là on a fait des premiers tests et c'est un peu la philosophie de Limaker, c'est le pourquoi pas. Le pourquoi pas. On va tester, on va voir. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On vide la machine, on testera autre chose. Et là, on a testé, ça fonctionne. Et c'est là où on a développé un peu plus cette filière-là. Par exemple, sur Nancy, donc la ville de Nancy, qui est dans la région Grand Est, utilise les presses pour produire des règles, donc des règles de ce type-là. Là, ils sont en train de fabriquer plus de 6000 règles qui vont distribuer dans les écoles de Nancy. Nous avons un problème de connexion. De retour. Non, ça s'est arrêté pendant quelques secondes. D'accord. Donc oui, je reprends, je disais, cette entité a créé toute une filière de récupération des masques chirurgicaux dans des points de vente, des points de collecte de la ville de Nancy. Et ensuite, c'est rapatrié dans le lycée ou le Fab Lab, l'entité qui récupère ça, et ils viennent presser le matériel pédagogique et ils le distribuent dans les écoles. D'accord. Donc, vous avez réussi à faire des structures de visière, mais aussi des règles. Est-ce que vous avez d'autres produits que... Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, effectivement, on est fabricants. Donc, on conçoit, on fabrique la presse. Notre objectif premier, effectivement, la presse participe à cette revalorisation des matières. Mais nous, notre enjeu, c'est de fabriquer des presses qualitatives et d'assurer ce service après-vente, d'assurer la qualité de la production, d'assurer tout ça. Donc, effectivement, la Olipresse sert à fabriquer des choses, à revaloriser les matières recyclées. Après, les entités, les structures qui ont notre presse revalorisent les déchets, les déchets de consommables, de tous les jours, pour en faire des jetons de caddie, pour faire de la monnaie locale. Il y a plein de projets. Tout le monde a plein d'idées. Et c'est comment leur donner en main un outil qui permet de concrétiser leur idée. Parce qu'effectivement, il y a des idées magnifiques sur la valorisation des matériaux. Donc, c'est leur donner accès à tout ça grâce à une machine qui se pose sur un bureau et qui se manipule. En exemple, par exemple, on avait
des clients qui vont travailler dans le packaging pour développer certaines parties du packaging grâce à Olipress. On a des clients dans l'horlogerie aussi qui veulent intégrer le plastique recyclé dans l'horlogerie. On va avoir vraiment plein de domaines, mais complètement différents, où l'intégration en fait de petites pièces injectées et en plus de pièces injectées recyclées devient important en fait pour le consommateur final. D'accord, c'est compris. Donc aujourd'hui, Olimaker est une entreprise française. Vous commercialisez principalement en France. Est-ce que vous comptez vous développer à l'international? Et si oui, quels sont les pays que vous souhaitez viser en premier et pourquoi? C'est une question venant de notre responsable commercial, Irena Chopova. Alors, oui, alors l'enjeu de Olimaker cette année, c'était effectivement de stabiliser le marché français, parce qu'on est quand même une entreprise assez jeune, hein, on existe depuis 2018. Donc c'était vraiment comprendre le marché français, stabiliser le marché français, le structurer. Et depuis peu, il me semble que ça fait depuis 2 ou 3 mois, il me semble, on a ouvert le marché européen en commençant par l'Espagne et le Portugal. Donc on a un distributeur en Espagne et au Portugal. Et on est en train tout doucement d'ouvrir certains pays de l'Europe. Je sais qu'on est en discussion avec un distributeur allemand, on est en discussion avec un distributeur danois. On espère dupliquer le marché français au marché italien. Voilà. Donc, on a quelques presses déjà en Autriche, en Allemagne, en Suède. Enfin, voilà. On a déjà des clients qui sont venus acheter la presse d'autres pays à l'international. Mais voilà, sur cette nouvelle année 2021-2022, on est en train d'ouvrir le marché européen et on essaye de dupliquer le marché français. Ouais. C'est vraiment comment on accélère dans ces différents pays et tout en continuant les développements du coup en France et en testant aussi les développements en France. Donc là, on a plusieurs du coup machines dans les cartons. On va pas pouvoir tout vous dire stratégiquement, mais voilà, avec des machines, pourquoi pas avec des plus gros volumes, des machines aussi pour d'autres matériaux comme les métaux aussi, mais toujours dans l'idée de pouvoir transformer simplement ces matériaux-là, faire cette phase de transformation en interne, sans être dans un énorme atelier d'une énorme industrie, où que ça reste accessible, en fait, que la techno de transformation reste accessible. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos, on va dire, développements futurs. Justement, on a eu la chance d'être votre fournisseur pour quelques prototypes, quelques pièces en général. Quelle a été la principale motivation d'avoir travaillé ou d'avoir choisi Laserhub comme partenaire? Là, nous, c'était vraiment ce qui est très pratique en fait avec Laserhub pour la phase en tout cas prototype, c'était de pouvoir en fait avoir rapidement en fait une idée déjà du prix que ça pouvait coûter au niveau développement. Là, je suis en train de faire un développement, je mets mes pièces sur l'interface. Directement, je sais que dans 2 semaines, 3 semaines, je vais pouvoir avoir mes pièces à tel prix et avec une multitude de matières. Là où quand je vais m'adresser à quelqu'un qui va faire de la découpe laser au niveau local, je vais moins avoir de catalogue de matières, enfin je vais moins connaître ce catalogue de matières, je vais moins aussi avoir de disponibilité, ça va dépendre de eux leur stock, alors que là, avec Laserhub, on a quand même un stock qui est quand même assez grand comme il est plus ou moins mutualisé, comme on a plusieurs fabricants qui vont pouvoir travailler sur les pièces. Donc c'est vraiment toujours dans cette idée de comment passer rapidement de l'idée au prototype ou à la petite série. Donc nous aujourd'hui les séries maintenant on les passe plus en local une fois que le prototype a été validé, une fois qu'on a fait les premières séries avec Laserhub. Mais nous, notre volonté, c'est de continuer à faire toute notre partie prototypage avec Laserhub pour pouvoir avoir cette réactivité et pour pouvoir avoir ce panel de possibilités au niveau matière et au niveau aussi conseil. On a beaucoup travaillé avec un technicien du coup Laserhub, Victor Vaillant, pendant de nombreuses semaines sur comment nous trouver le bon interlocuteur, trouver la bonne matière qui va pouvoir correspondre à nos besoins.
Effectivement, c'était aussi un plaisir pour nous de pouvoir vous aider et de pouvoir collaborer sur vos innovations. Et justement, on essaie de se positionner aussi chez Laserhub, enfin en tout cas, les collaborateurs de Laserhub essaient de se positionner comme des partenaires ou des conseillers pour nos clients. Et l'innovation est quelque chose qui nous est très cher. Et on est, on essaie de se rapprocher au maximum aux clients pour pouvoir leur donner les outils nécessaires pour pouvoir innover et surtout avoir accès à des producteurs de qualité. C'est justement ce que l'outil permet de faire aujourd'hui. Maintenant, notre vision du futur, c'est de pouvoir assister ou supporter ces entreprises innovantes de la partie prototype jusqu'à l'industrialisation. En tout cas, ça, c'est la vision future de Laserhub. Quelle est la vision future de LeeMaker? La vision future de LeeMaker, c'est de continuer à grandir, de continuer à produire des nouvelles machines, à pouvoir... nous, notre but, c'est de pouvoir produire des machines et de pouvoir les distribuer à travers le monde tout en gardant, nous, les valeurs de base de l'entreprise. On a des valeurs importantes par rapport au recyclage qui sont quand même très présentes dans nos valeurs de base, le why, le pourquoi on s'est lancé, dans le côté accessibilité, donner accès, que nos technos puissent en fait donner accès à des méthodes de fabrication, à des méthodes de transformation, en fait, tout comme vous, en fait, de pouvoir accélérer cette phase, permettre à nos utilisateurs de pouvoir accélérer cette phase entre l'idée, le projet pour concrétiser et ne pas passer un projet d'injection de plastique en 8 mois, 1 an, là où on peut le faire aujourd'hui en 3-4 semaines. D'accord, c'est noté. Et aujourd'hui, là, vous êtes sur une bonne lancée, je dirais. Et en regardant un peu votre feed LinkedIn, je vois que votre innovation est utilisée dans plusieurs domaines. On vous souhaite chez Laser beaucoup de courage et beaucoup de succès. Et je vous laisse pour le mot pour la fin. Vous me prenez au dépourvu. Non, mais pour finir, c'est peut-être effectivement rejoindre ce qu'a dit Aurélien, on a envie de démocratiser, on a envie que ces technologies qui sont un peu difficiles à atteindre soient démocratisées et on a envie de proposer des outils qui le permettent. Je pense que c'est la ligne directrice de l'entreprise pour répondre à votre dernière question. Et donc, on va continuer dans cette lancée. On espère rester toujours une entreprise familiale. Nous, ce qu'on aime, c'est la bienveillance. On vient le matin avec le sourire. On aime bien parler de ce qu'on fait. Un autre petit problème technique. Vous nous entendez? Ah, ça a coupé. Bon, c'est pas le mot magique de la fin, mais c'est pas grave. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, là, vous pouvez y aller. Il était passionné. C'est vrai, j'étais passionné. On arrête tout. Non, mais je disais, il y a une certaine bienveillance dans cette entreprise et on espère la garder. On espère développer des outils accessibles qui permettent de démocratiser des technos qui ne sont pas accessibles. Voilà, l'accessibilité, la bienveillance et si on peut, le recyclage des matériaux le plus longtemps qu'on pourra. Parfait. Comme on n'a plus de questions de la part des participants, donc on en a eu une, c'est déjà pas mal. Je vous remercie énormément, Monsieur Stocky, Monsieur Salamon, c'était encore une fois un plaisir. Et j'espère vous revoir bientôt sur Laserhub. Merci, à bientôt et puis merci à tous les participants. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir.